Bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue dans notre émission consacrée au témoignage Ma vie avec. Nous allons aujourd'hui parler de la maladie à l'origine d'un scandale à la dernière cérémonie des Oscars. L'alopécie a touché Pauline très jeune alors qu'elle n'était encore qu'une enfant. Un parcours pas toujours facile que cette jeune cuisinière de 20 ans a pourtant exceptionnellement accepté de nous raconter aujourd'hui. Bonjour Pauline. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec grand plaisir. Vous êtes donc atteinte d'alopécie areata, c'est-à-dire que vous avez perdu vos cheveux et presque tous vos poils. Comme Jada Smith, la femme de Will Smith, qu'est-ce que vous avez pensé de la blague de l'humoriste Chris Rock sur le fait qu'elle soit chauve? Parce que je rappelle que c'est pour ça que Will Smith lui a donné une claque. Moi, je trouve que c'est un sujet assez complexe à aborder dans le sens où beaucoup de personnes se sont concentrées sur la gifle et sur le scandale que ça a pu créer, alors qu'en fait, moi, je me suis juste dit que c'était clairement banaliser la moquerie, la rendre publique et donc inspirer aussi les plus jeunes de reproduire la même chose. Et ça veut aussi mettre de côté la victime qui, elle, a subi potentiellement les mots et qui n'a même pas eu son mot à dire. Enfin, en fait, là, la seule réaction, ça a été celle du mari qui a donné une gifle. Et elle, en tant que femme, elle a juste dû se rabaisser, subir et se taire. Et moi, ça m'a beaucoup travaillé, ouais, parce que j'ai eu l'impression de m'y retrouver un petit peu et ça m'a mis un petit peu mal, ouais. Quand est-ce que cette maladie auto-immune s'est déclenchée chez vous? Est-ce que vous vous en souvenez? Alors, moi, ça a commencé par une pelade par plaque, donc c'est-à-dire qu'il me manquait que certaines plaques sans cheveux, à l'arrière de mon crâne principalement, et c'était quand j'avais 7 ans, donc environ, je dirais, entre ma CP et ma CE1. Et ça s'est déclenché un matin, je me coiffais, je m'en suis rendu compte, je sais pas si ça s'était passé dans la nuit ou si c'était quelques jours avant sans que je m'en rende vraiment compte. Et du coup, là, on a tout de suite été voir ma coiffeuse, puis mon médecin traitant qui m'ont posé le diagnostic et voilà. Donc c'est venu petit à petit. Ouais, c'est à 7 ans, en fait, c'était vraiment des plaques. Ensuite, de mes 7 ans à mes 13 ans, il y a eu quelques évolutions. Ça poussait, ça tombait, mais ça restait quand même partiel et j'avais encore quand même beaucoup de cheveux. Et c'est à 13 ans, en l'espace de quelques semaines, où j'ai vraiment tout perdu sans qu'on comprenne vraiment la raison, la cause et le pourquoi du comment. L'alopécie évolue différemment en fonction des personnes qui en sont atteintes. Est-ce que vous avez aussi perdu des poils? Ouais, moi j'ai perdu du coup en même temps que tous mes cheveux quand j'étais en cinquième, mes sourcils, mes cils et ma pilosité corporelle. Et on l'oublie souvent, mais l'alopécie, elle touche aussi l'ongle. Et au cas le plus rare, du coup, ça peut abîmer l'ongle ou le fragiliser. Du coup, ça a été mon cas aussi dans cette même période. Voilà. L'alopécie, c'est une maladie assez rare, puisque le risque d'en développer une durant sa vie est d'un peu moins de 2%, quel que soit le sexe. Comment est-ce que vous avez réagi au début de la maladie? Moi, c'était une maladie que je connaissais pas du tout. Après, je dirais qu'à 7 ans, je me rappelle pas tellement de ma réaction parce que j'étais une enfant et ça remonte quand même à il y a un petit moment. Et c'est vrai que je pense que j'étais juste perturbée du mot maladie parce qu'à 7 ans, c'est quand même un mot qui fait peur. Enfin, n'importe quel âge d'ailleurs. Et il m'a beaucoup travaillé parce que je me disais, mais maman, est-ce que je vais mourir? Et c'est vrai que ça me faisait un peu peur. Après, je pense que j'étais pas vraiment consciente des proportions que ça pouvait prendre. On m'avait pas non plus dit que je pouvais perdre tous mes cheveux. Et du coup, je m'y concentrais pas plus que ça. Enfin, j'étais un peu une enfant qui jouait comme tout le monde, même avec des cheveux en moins et c'était pas grave. Après, quand par contre j'ai eu le diagnostic de ma perte totale, là, ça a été beaucoup plus compliqué. Je me sentais vraiment seule parce que j'avais vraiment pas la connaissance de personnes qui avaient cette même maladie. Je savais que pourtant dans les chiffres, elle était pas non plus extrêmement rare en France parce que, enfin, en tout cas, c'est ce qui est dit sur les sites de médecins, que c'est pas non plus la maladie la plus rare, qu'il y a plein d'autres personnes qui l'ont. Mais pour autant, en fait, je me sentais complètement seule parce que moi, je voyais vraiment aucune autre personne chauve dans la rue, à part des hommes. Mais pour moi, c'était normal de les croiser. Mais de croiser des personnes comme moi, c'est pas le cas. Et je dirais que j'étais bouleversée et choquée et démunie aussi de tout ça. J'imagine que ça a aussi dû toucher vos parents. Comment est-ce qu'ils ont réagi? Bah, encore une fois, je me rappelle pas tellement de leur réaction dans le sens où j'étais tellement concentrée sur ce que moi je traversais, sur le fait que j'étais complètement bouleversée et perturbée qu'en fait j'avais plus trop. Enfin, ça a été des journées et des semaines où juste j'étais là, un peu comme un robot, à aller à l'école, à faire ce que j'avais à faire, mais je comprenais juste plus rien de ce qui se passait dans mon corps et dans ma vie parce que, enfin, quand même, je me sentais complètement nue face à un monde que je connaissais pas de cette façon. Alors qu'en soi, maintenant, avec du recul, je me dis que c'était vraiment juste des cheveux, mais sur le coup, enfin, ça changeait tout un truc et ça changeait toute une perception de moi, une perception des autres. Les autres avaient une autre perception de moi. Et du coup, je pense que ça a changé aussi la perception qu'ont eu mes parents sur moi, parce que peut-être qu'ils se sont inquiétés, je pense, et ils ont sans doute été
autant bouleversée que je l'étais moi. Je pense pour mes sœurs aussi. Enfin, je pense que c'est un bouleversement général, autant pour la personne qui est atteinte, mais autant pour l'entourage. Et je pense que c'est quelque chose de pas facile. Enfin, moi, personnellement, j'aurais des enfants ou des amis qui auraient cette maladie-là et que moi, je ne l'avais pas, donc j'aurais pas les connaissances nécessaires. Je me sentirais démunie, je ne saurais pas ni quoi lui dire, ni quoi faire pour l'aider. Et je pense que ça a été la réaction de mes parents. Et je pense que c'est ce qu'ils ont ressenti, ouais. Il y a plusieurs causes possibles d'alopécie, de perte des cheveux, des poils. Il y a l'accouchement, il y a des cicatrices, enfin il y a plusieurs facteurs possibles. Est-ce que chez vous, les médecins ont diagnostiqué une cause particulière ? Alors aujourd'hui, on dit beaucoup que cette maladie, elle est due au stress et parfois aussi à un choc émotionnel. Après, il faut aussi se rappeler que c'est pas forcément toujours le cas et qu'il n'y a pas une raison particulière pour cette maladie. Ça dépend, ça varie, ça fluctue en fonction des personnes. Moi, on a cherché pendant très longtemps quelle pouvait être la cause et on l'a jamais trouvée. Aujourd'hui, je cherche plus parce que juste ça me prend la tête et que je me dis que j'ai pas forcément envie de savoir et ni le besoin nécessaire de savoir pourquoi. Mais je me dis juste que enfin, moi, maintenant, je le vis super bien et c'est pas important de savoir la raison. Après, pendant très longtemps, on nous a demandé et on a cherché. Et après, ça entraîne aussi une culpabilité, enfin, de se dire qu'on sait même pas pourquoi ou alors qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que ça arrive. Et moi, la seule réponse que j'ai à donner à tout ça, c'est qu'à 7 ans, quand ma maladie s'est déclarée, enfin, j'étais une enfant comme tout le monde et j'étais pleine de joie de vivre. Donc, je vois pas vraiment pas qui aurait pu déclencher tout ça. Est-ce que vous avez déjà été traité médicalement ? Alors non, moi j'ai jamais été traitée. On m'a beaucoup proposé quand j'ai perdu tous mes cheveux, du coup, quand j'étais en 5e, parce que j'ai vu beaucoup de médecins, dont des dermatologues, des médecins en CHU, dans des grandes villes, etc. Et il y avait beaucoup de traitements qui étaient en test à cette période-là. Donc c'était il y a environ 6-7 ans. Et du coup, on voulait vraiment, enfin, j'étais une enfant, donc un corps jeune, un corps en développement, et du coup, on voulait utiliser qui j'étais pour pouvoir faire des tests. Et du coup, moi, le principe même de vouloir m'utiliser sans vraiment penser à ma santé psychique sur cette maladie-là me rendait quand même assez terrorisante. J'ai pas non plus été suivie par des super bons médecins, et du coup, j'ai toujours tout refusé. Je me dis que potentiellement, si j'avais été suivie d'une autre façon, je sais pas quel aurait été mon choix. Mais en tout cas, moi, j'en ai jamais fait. Et aujourd'hui, des seuls traitements que je connais, que j'ai conscience qui existent, ça a l'air d'être des traitements super lourds et super forts qui peuvent entraîner d'autres problèmes. Et vu que je perçois ma maladie comme juste quelque chose de conditionnel, un changement physique, j'ai pas forcément envie de m'attirer vraiment des soucis de santé à côté de ça, du coup. Est-ce qu'on vous a proposé un soutien psychologique ? Parce que, comme vous l'expliquez très bien, c'est une maladie qui est finalement pas très facile à vivre. C'est vrai qu'on pense souvent au physique, au changement du fait qu'on n'a pas de cheveux sur le visage, mais en fait, moi, ce que j'ai trouvé le plus dur, c'est pas mon changement physique. Enfin, peut-être qu'il m'a perturbé sur le coup, mais dans le fond, c'est tout ce qui a été entraîné mentalement à côté. Autant les moqueries, autant moi, ce que je me faisais subir à moi-même et le fait de se rabaisser, de se sentir nue et inutile. Et pendant très longtemps, on m'a dit, mais peut-être que tu pourrais voir des personnes qui peuvent se spécialiser, qui peuvent t'écouter. Et moi, pendant très longtemps, j'étais tellement perdue et en colère et démunie que je refusais toute aide parce que j'étais juste, enfin, laissez-moi tranquille, arrêtez de m'en parler parce que je voulais juste faire comme si de rien n'était. Et puis ensuite, j'ai été suivie quelques semaines, quelques mois quand même pour essayer de un peu déceler cette corde qui était en moi. Et moi, j'ai décidé d'arrêter parce que ça m'a pas aidée. Et au final, je pense que sur le long terme, c'est juste le temps et mes envies de me battre aussi qui m'ont beaucoup aidée. Donc aujourd'hui, je suis suivie, mais pas forcément par rapport à cette cause. Et en tout cas, avant, par rapport à ça, je l'ai jamais vraiment été. Est-ce que votre alopécie a pu causer d'autres problèmes de santé associés ? Je pense notamment à votre système immunitaire, par exemple. Après, je sais pas si c'est vraiment en lien, mais je sens quand même que depuis que j'ai perdu tous mes cheveux et avec mon âge qui évolue, mon corps qui change, je me sens vraiment très fatiguée. Enfin, ça dépend des périodes. Après, je pense qu'il y a aussi l'hyperactivité, tout ce qui va avec, qui peuvent entraîner ça. Mais je sens vraiment quand même qu'il y a une fragilité de mon système immunitaire. Enfin, je vais quand même très souvent tomber malade. Dès qu'il va y avoir un petit virus, c'est extrêmement rare que je ne l'ai pas. Et ouais, je pense que mon système immunitaire, il est quand même pas très, très combatif sur ça. Et il aime bien attraper un peu tout ce qu'il y a autour de lui. Et je pense aussi que ça entraîne beaucoup de fatigue, beaucoup de tout ça. Enfin, je suis asthmatique à côté et je me demande si c'est pas en lien non plus. Peut-être que mon corps réagit différemment et plus fatigué sans doute. Vous vous êtes donc retrouvée sans cheveux au début de l'adolescence. Je crois savoir que ça s'est assez bien passé à l'école primaire, mais qu'au collège, ça vous a causé un certain nombre de problèmes.
Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu? Ouais, carrément, il y a pas de souci. En primaire, ça s'est globalement bien passé. Il y a eu quelques moqueries qui m'ont fait beaucoup de mal. Ensuite, après l'intervention de mon papa, ça s'est plutôt calmé et voilà, ça a duré quelques mois. C'était assez douloureux parce que je comprenais pas trop pourquoi on m'embêtait, mais ça a vite été du passé dans ma tête, même si à ce moment-là, j'avais déjà compris que, ça serait pas toujours facile et qu'il faudra que je me batte, envers et contre tous et quand je suis arrivée du coup, en 6e, là, tout se passait super bien parce que j'avais des cheveux, j'avais toujours ma maladie, mais qui était quand même suffisamment bien cachée pour que personne ne le remarque et puis, en 5e, du coup, est arrivée, la période où en quelques semaines, j'ai vraiment perdu, toute ma pilosité corporelle et là, ça a été l'engrenage et le début de ma fin du monde, on va dire et ça a été d'abord des moqueries, plutôt, discrètes, où des gens, se mettaient en petits groupes, me pointaient un peu du doigt. Moi, j'étais un peu en petite boule, essayer de me cacher derrière mes copines pour que personne ne voie ma perte de cheveux parce qu'au tout début, je portais pas de bonnet. Ensuite, j'ai mis un bonnet. Ensuite, il y a eu la perruque, mais il y a eu différentes étapes qui ont fait que, la plupart de mes camarades ont vu la chute de cheveux, ont vu, cette évolution et il y a eu beaucoup de messes basses, de fêtes, avec tout ça, de rumeurs aussi, comme quoi j'avais un cancer, que j'allais mourir, que j'étais contagieuse, donc il fallait plus m'approcher, donc ne plus être mon amie et ça a entraîné beaucoup de choses qui étaient hyper dures pour moi, parce que j'entendais plein de bruitages, plein de choses, mais personne ne venait directement me poser les questions et c'était assez compliqué. Puis, après, les personnes se sont dit: «Ça l'atteint peut-être pas suffisamment». Du coup, là, ça a commencé à être des violences plutôt physiques et aussi morales, mais du coup, à viser beaucoup plus, proche que des rumeurs. Ça a été des mots, en fait, super forts, super douloureux, qui me rabaissaient au quotidien, qui faisaient du mal et puis les gestes aussi, le fait d'être bousculée, d'être, un peu frappée, d'avoir un bonnet ou une perruque arrachée, pour, juste, en fait, que je me sente nue face à tout le monde. Ça a été des périodes assez compliquées et aujourd'hui, je le prends comme quelque chose de relativement, important parce que ça m'a fait grandir et qu'aujourd'hui, je peux en faire quelque chose. On peut vraiment, selon vous, parler de harcèlement scolaire dans votre cas? Oui, j'ai eu du mal à mettre ce mot parce que je me sentais pas légitime. C'est compliqué en tant que victime d'oser, dire réellement ce qu'on a pu vivre et on a souvent tendance à minimiser, à se dire qu'il y a pire, à se dire que non, c'est pas grand-chose, que ça va aller, alors qu'en fait, c'est complètement OK, c'est complètement légitime, de se mettre face à la réalité et de se rendre vraiment compte que non, ça a pas été facile, que oui, ça m'a fait vraiment morfler, que oui, j'ai cru, toucher, le fond du seau parce que je me suis dit: «Mais en fait, je m'en sortirai jamais» et et oui, ensuite, il y a toute étape de il faut se relever, il faut réapprendre, il faut refaire confiance et tout ça, c'est encore plus compliqué et j'en suis encore en chemin et ça prend vraiment de temps et ce genre de vécu, le harcèlement scolaire ou le harcèlement tout court, ça laisse des traces, ça laisse des séquelles pour tout le temps. Alors, le harcèlement scolaire peut toucher n'importe qui, donc c'est bien de donner des clés pour pouvoir y faire face. Est-ce que le collège ou vos parents ont mis en place des choses à l'époque pour vous aider? Du côté de mes parents, je dirais que c'est un peu compliqué parce que je leur ai principalement caché un peu ce qui se passait. Enfin, pour moi, c'était compliqué de répondre à leurs questions de comment se passait ma journée en leur disant qu'on m'avait arraché mon bonnet 4 fois. Donc je les ai beaucoup préservés et je pense que de par tout ça, ils n'ont pas forcément vu comment je me sentais ou alors le fait que je sois vraiment renfermée sur moi-même à cause de cette maladie n'a pas du tout aidé, le contact à avoir avec eux et du côté de mes professeurs, ça a été super compliqué parce qu'il y a eu quand même beaucoup de silence de fait sur tout ça. Il y a eu beaucoup de 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 messes basses, de choses de dites, mais pas tellement. Et c'était assez compliqué d'établir vraiment un vrai contact humain de soutien. Et avec ça, ce silence, plus les personnes, les adultes qui allaient se ranger du côté des personnes qui allaient se moquer, ne pas m'aider dans cette avancée, mais plutôt me faire reculer, c'était assez compliqué à digérer et à comprendre aussi des enfants déjà, c'est pourquoi, et des adultes, pourquoi plus, quoi. Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on fasse pour vous à l'époque? Je pense que j'aurais aimé qu'on me demande qu'est-ce que j'avais besoin, de quoi j'avais besoin. Parce que la seule chose qu'on m'a proposée, c'est une semaine après la perte totale de mes cheveux, si j'avais envie de passer dans toutes les classes de collège pour expliquer ce que j'avais. Et j'ai dit non parce que pour moi, c'était beaucoup trop tôt. Enfin, je venais de perdre mes cheveux, j'étais complètement démunie, je comprenais rien de ce qui se passait, j'allais pas leur dire oui au bout d'une semaine. Il me fallait un peu de temps quand même déjà juste moi pour comprendre, pour, réussir à me regarder dans un miroir. Enfin, ne pas être chauve devant tout le monde comme ça, c'était pas envisageable du tout. Et le fait d'avoir dit non, a fait que ça a clôturé cette question, en fait. On me l'a jamais reproposée. On n'est jamais revenu vers moi. On s'est dit: «C'est un non, donc c'est non pour tout» et du coup, derrière, il y a jamais eu, de proposition de fait. Enfin, c'est juste en troisième, donc 2 ans après, que là, j'allais vraiment très, très mal
parce qu'il y a aussi, du coup, la retombée de après le harcèlement, il faut se reconstruire, il faut réapprendre, il faut vivre et moi, je voulais plus et là, on m'a dit: «Bah, oh, si tu veux, il y a le psychologue de l'établissement». Mais en fait, il fallait se réveiller plus tôt, peut-être 2 ans après, c'était 2 ans trop tard. Ça a duré combien de temps, en tout, cette période? Cette période a duré 3 ans. Aujourd'hui, vous n'êtes plus suivi par aucun médecin, si je comprends bien. Est-ce qu'avec le recul, vous êtes satisfaite de la façon dont on vous a pris en charge concernant l'alopécie, médicalement? Alors, du coup, aujourd'hui, je suis plus suivie parce que j'ai considéré que pour moi, avoir perdu mes cheveux était vraiment une condition physique et pas, plus que ça. Donc certes, ça peut entraîner, des petits dérangements au niveau de mon système immunitaire, mais pour autant, il y a pas de traitement fiable et qui peuvent ne pas mettre en danger le reste de ma santé. Donc, j'ai pas envie de guérir quelque chose, qui me convient. Aujourd'hui, moi, si je retrouvais des cheveux, ça me ferait le même état que si vous les perdiez sans doute et du coup, je suis très bien comme ça. Après, de là à dire que, tout mon suivi a été globalement parfait, c'est un peu compliqué. Je vais pas cracher et dire du mal du suivi qu'on a pu me faire, parce que je pense qu'il évolue aussi avec le temps et que potentiellement, aujourd'hui en 2022, il y a beaucoup plus de clés sur cette maladie qu'il y en avait, en 2014 quand, moi j'étais diagnostiquée, de cette alopécie totale. Après c'est vrai que ce qui me met assez mal dans cette pensée-là, c'est de me dire que moi on m'a vraiment suivie sur le médical physique, mais pas sur le médical psychique et moi ça a vraiment été ce manque d'écoute et ce manque de tact, envers un enfant de 13 ans qui perd ses cheveux en pleine construction et au collège et qui même je pense, devrait être présent pour un adulte qui perd ses cheveux également. Ça a été vraiment, ouais, un manque et quelque chose qui fait que j'ai envie de me battre et de me dire que, bah, moi si j'étais médecin, enfin, ce serait ma principale, raison. Enfin, je pense que c'est comme toute maladie, on peut être là sur le physique, mais n'importe quelle maladie qui est annoncée à un patient ou qui se développe, il y a aussi un soutien moral à avoir et parfois il est pas là. Vous avez actuellement certaines zones où les poils et vos cheveux repoussent, notamment au niveau des sourcils, je crois, et aussi au niveau du haut du crâne. Est-ce que vous avez repéré dans votre vie des facteurs qui font évoluer la maladie dans un sens ou dans l'autre? Je pense par exemple au stress, à l'alimentation, ou est-ce que c'est totalement aléatoire? Bah, je pense pas parce que je dirais pas que je mange particulièrement bien et je suis vraiment une personne super anxieuse au quotidien, donc je pense vraiment que enfin, ça dépend de chaque personne. Je pense qu'il y a des personnes pour qui ça peut être le cas, qu'en fonction du stress ou de la saison ou peu importe quoi, ça peut évoluer d'un sens ou d'un autre. Moi, c'est vraiment aléatoire. Enfin, encore une fois, je trouve que ça dépend vraiment du genre, de l'âge, de la personne en général et pour moi, j'ai vraiment pas de réponse. J'ai des sourcils, j'ai des cils, c'est trop cool. Après les cheveux, ils vont, ils viennent, c'est je sais pas, j'ai pas de réponse. Aujourd'hui, vous portez pas de perruque. Est-ce que vous en avez mis à une époque? Ouais, j'ai porté des perruques de la 5e, donc je dirais 6 mois après ma perte de cheveux, jusqu'à mes 18 ans, donc pendant environ 5 ans. Ça a pas été réellement un choix personnel, ça a été plutôt une presque proposition, mais un peu forcée quand même «On est au mois d'avril, il faut arrêter le bonnet, maintenant il faut mettre une perruque» et sauf que moi, j'étais tellement démunie encore à cette période-là que juste j'ai dit: «Bon, bah, OK», mais j'étais pas du tout enchantée et j'avais pas du tout envie, de mettre cette perruque-là et même avec, au tout début, je me sentais moche, pas à l'aise, pas moi. Je me sentais encore plus renfermée, enfin ça m'a pas aidée du tout sur le niveau psychique et c'était très compliqué. Après, au fil des années, j'ai appris à l'accepter, à presque l'aimer un petit peu, à me sentir quand même mieux, à savoir un peu mieux la coiffer, la porter et cetera. Parce qu'au tout début, je savais même pas la mettre et c'était vraiment, catastrophique. Après, encore une fois, sur ce suivi-là, j'ai pas du tout, eu l'écoute, psychique que j'avais besoin et c'était encore une fois un point de vue très médical, sur la chevelure, mais pas sur les réactions que ça pouvait me faire. Enfin, par exemple, quand j'allais dans le salon, pour essayer des coiffures et des perruques, on allait me mettre des perruques de toutes les couleurs, juste parce que c'était le bon modèle. Mais moi, j'étais: «Mais en fait, je peux pas me voir rousse». Enfin, c'était vraiment des chocs quand même de passer du blond au roux, au brun à 13 ans quand on vient de faire ses cheveux. Il y a beaucoup de choses qui étaient compliquées pour moi et j'avais pas une relation très saine avec la perruque jusqu'au jour où, bah, j'ai vraiment, eu envie de crier très fort et j'ai dit: «Mais merde, enfin, j'en ai trop marre de la porter, c'est pas mon choix, ça me prive de plein de choses parce que je peux pas faire du sport comme je veux avec mes amis, j'ai toujours peur qu'il y ait un trop gros coup de vent et que ça s'envole, je enfin, je suis pas à l'aise, ça me gêne, ça me gratte, ça m'énerve» et un jour, je me suis dit: «Mais pourquoi je suis pas moi-même? Là, c'est juste un casque qui me protège du regard des autres, mais moi, ça me rend pas heureuse
et ça me fait pas définir qui moi je suis. Et en fait, là, je l'ai enlevé et je me suis dit: «Mais waouh!» Enfin, c'était vraiment un traumatisme de la porter et aujourd'hui, juste l'idée de m'imaginer remettre une perruque, ça me terrorise et ça me fait peur parce que c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que je me sens bien et mettre une perruque, ça serait devenir quelqu'un d'autre que je ne suis pas. C'était il y a combien de temps que vous avez décidé de quitter votre perruque? C'était en février 2020, juste avant le premier confinement. Juste petite question technique, pardon. Est-ce que ces perruques, elles étaient remboursées par la sécurité sociale? Alors, du coup, les perruques, elles ont différents, remboursements en fonction de si c'est une perruque en cheveux synthétiques, si c'est une perruque en cheveux naturels. Ça dépend aussi de si on est atteinte d'un cancer ou, d'une pelade/alopécie. Une personne, enfin, je ne sais pas si ça a changé depuis, mais en tout cas en 2020 et 2021, j'avais écrit une lettre du coup au ministère de la santé, bah, pour demander ce remboursement parce que à cette époque-là, une personne atteinte, d'un cancer avait une perruque 100 remboursée, mais une personne atteinte d'alopécie ou de pelade n'avait pas une perruque 100 remboursée, ce qui est quand même pas très logique dans le sens où nous, nos cheveux ne pourront potentiellement jamais repousser et ça a été assez compliqué pour moi parce qu'au début, je prenais des cheveux à moins de 700 €, donc une perruque en cheveux synthétiques et donc qui était totalement remboursée grâce à la mutuelle de mes parents. Mais du coup, ma dernière perruque, j'ai voulu quand même avoir quelque chose qui me correspondait un petit peu mieux et j'ai voulu avoir, des cheveux naturels, donc une perruque qui était, dans mes souvenirs à 1 300 € et qui n'était pas remboursée Ah et oui, c'est un voilà. budget, hein. Donc moi, je me sentais quand même très mal, à 17 ans de devoir faire, payer ce prix à mes parents pour quelque chose qui en plus, enfin qui m'enchantait pas à acheter quoi. J'aurais préféré mettre 1 300 € dans toute autre chose que dans une perruque. Est-ce que vous subissez encore aujourd'hui des remarques sur votre apparence? Je je sais pas, je pense qu'il y en a toujours et il y en aura toujours. Après, j'ai un peu du mal à me dire que c'est par rapport à mes cheveux, enfin potentiellement que c'est le cas. J'y fais pas tellement attention. J'ai un peu, oublié que j'avais une maladie et c'est vrai que parfois on me regarde dans la rue et je me dis: «Mais enfin qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que j'ai mis mon t-shirt à l'envers? Est-ce que j'ai un problème avec mon pantalon?» Puis après je me dis: «Ah mais non, en fait j'ai juste pas de cheveux» et après des regards, il y en a beaucoup. Des remarques, je dirais pas qu'il y en a encore. Je pense que sur les réseaux sociaux, oui, ça arrive de temps en temps, parce que ça arrive toujours de recevoir des messages assez frustrants et vexants et méchants et qui font peur. Après, je dirais que c'est vraiment 1 de tout ce que je vis, maintenant et franchement, non, je trouve que le fait que moi je le vive super bien et que je le montre même plus comme étant, ma maladie, fait que ça a aussi vraiment calmé, tout ça et il peut y avoir plein d'autres raisons maintenant pour lesquelles on peut me critiquer ou me juger et peu importe, enfin, la discussion et la communication, c'est la chose la plus importante et je pense que le fait que j'aille aussi, de l'avant, que je réponde aux questions des personnes et cetera quand, il y a besoin d'y répondre, fait que ça calme tout de suite, le jugement ou la moquerie et c'est plutôt interrogateur que moqueur, bah, les remarques que je vais avoir pour l'instant. Sur les réseaux sociaux, quelles peuvent être les remarques qui peuvent éventuellement vous blesser ou vous déranger? Il y a pas spécialement des remarques qui me blessent, en tout cas pour le moment, j'en ai peut-être pas eu pendant 1 an, donc je dirais qu'il y en a pas. Après, il y a quand même eu des vagues, par exemple, quand, je faisais des projets assez grands, des émissions ou des choses qui pouvaient, bah, du coup entraîner une visibilité assez intense et là, parfois, il y a des vagues de super beaux messages trop mignons, mais dans cette vague-là, il y a aussi des vagues de gens qui se moquent, sans raison vraiment valable. Enfin, je saurais jamais trop pourquoi, mais je dirais qu'il y a des choses qui parfois me font rire et qui parfois me mettent très mal. Ça dépend aussi de moi, de mon humeur et de ce que j'ai envie de lire ou non. Mais quand, c'est, un enchaînement et plein de messages à la suite de personnes qui rétorquent, ensemble sur, quelque chose, enfin, par exemple, il y a eu un fameux projet où j'ai eu, énormément de remarques hyper négatives en m'appelant par tous les noms de ceux à quoi je pouvais ressembler, donc la femme de Monsieur Propre, la boule de Fort Boyard, enfin, il y a eu plein de noms comme ça et en fait, au début, c'était rigolo, mais à force juste, enfin, c'est pas très agréable parce que j'étais en mode: «Mais en fait, juste, j'ai pas de cheveux», enfin, c'est plus, sur le principe même de la moquerie que je trouvais ça complètement inutile et blessant que personnellement. Enfin, personnellement, c'était pas non plus hyper grave, mais enfin, juste, ça me mettait mal et je me disais: «Mais en fait, j'aurais vu ces messages quand j'étais au collège, enfin, j'aurais pété un câble» et je me dis: «Mais en fait, ces personnes-là, si elles le font à moi, elles le font aussi à d'autres personnes» et voilà. Après, souvent, c'est des vagues, ouais, c'est des vagues sur des projets de messages, enfin, qui attirent un peu la haine, parfois aussi c'est déjà arrivé des menaces de mort ou quoi parce que juste j'ai pas de cheveux, enfin
c'est des choses assez violentes parfois et qui sont vraiment incompréhensibles et qui n'ont pas de contexte particulier. Et est-ce qu'il peut y avoir des gens, cette fois plutôt bien intentionnés, j'imagine, qui s'inquiètent pour vous, qui s'inquiètent du fait que vous ayez un cancer, par exemple? Alors, ça arrive, beaucoup, ça arrive même toujours. C'est aussi une des principales raisons pour laquelle j'ai commencé à parler de ma maladie sur les réseaux sociaux. Parce que je me suis rendu compte que malgré les chiffres qui étaient quand même assez grands de cette présence de maladie en France et aussi à l'international, c'est une maladie qu'on n'entend pas spécialement parler, qui n'est pas énormément évoquée. Et du coup, bah, le fait de ne pas avoir de cheveux est super comparable à une personne qui a un cancer, sachant que, des hommes chauves dans la rue, on en voit beaucoup, mais des femmes chauves dans la rue, on n'en voit pas parce que les femmes, se cachent sous des perruques ou quoi, enfin, comme les dictats le demandent. Et finalement, en fait, quand on voit une femme chauve qui sort, dans la rue, ben, tout de suite, on se demande si elle a pas un cancer, sachant que quand j'avais pas de sourcils et de cils, ça faisait vraiment le visage d'une personne qui était malade, enfin, ça faisait une apparence tout autre à qui j'étais et c'était assez perturbant, je pense, bah, de voir ça. Enfin, même moi, ça me perturbait. Et aujourd'hui, de revoir des photos de moi sans sourcils et tout, je me dis: «Ouais, j'ai vraiment une tête d'une personne qui est en traitement» et ouais, c'était assez compliqué parce que je savais jamais trop quoi répondre à ces personnes-là et en fait, même si c'était, potentiellement de la bienveillance et un peu de pitié et de peine, moi, ça me mettait très, très mal parce que du coup, quand je disais tout de suite que non, j'avais pas un cancer, ce qui était déjà super fatigant de toujours devoir expliquer que non, j'avais pas un cancer, mais que j'avais autre chose, alors que j'avais pas forcément toujours l'énergie d'en parler. En plus de ça, bah, dès que je disais que j'avais pas un cancer et que j'allais pas mourir, bah, en fait, tout de suite, ces personnes-là, enfin, il y avait beaucoup moins d'empathie et de soutien émotionnel sur ce que je pouvais traverser quand même. Et moi, ça me frustrait quand même beaucoup parce que même si rien n'est comparable, j'avais envie de leur faire comprendre que, bah, moi aussi j'allais mal et que même si c'était pas le traitement qui pouvait entraîner une mort certaine, ou le cancer en lui-même, bah, moi aussi j'avais parfois, envie que tout s'arrête et c'était assez compliqué, ouais, de toujours devoir expliquer et en plus, du coup, de ne plus avoir ce soutien, enfin voilà, et ça arrive toujours. Ça m'arrive toujours, aujourd'hui qu'on me demande si j'ai un cancer. Alors, vous avez l'air aujourd'hui bien dans votre peau. Est-ce que vous avez pu penser ou vous pouvez penser aujourd'hui à vous faire greffer des cheveux un jour? Ou est-ce que ça, c'est devenu complètement hors de propos? Alors, il y a eu une période dans ma vie où j'en ai pas trop parlé encore, enfin, j'en ai presque parlé à personne, mais où je me revois, assise sur mon lit, en train de me dire: «Bon, enfin, j'ai envie d'avoir des cheveux, mais j'ai envie d'avoir les miens et pas, des cheveux que je pose et que je peux enlever ensuite». Et du coup, j'avais regardé des sites internet, pour me renseigner un peu, sauf que déjà, quand j'avais vu le prix, je me suis dit: «Waouh, c'est super cher, enfin, c'est pas en France, c'est pas remboursé» et ça m'a vraiment fait paniquer. En fait, quand je suis rendue au stade de réaliser, de me dire: «Mais pourquoi je suis en train de regarder ça? Pourquoi je l'accepte pas?» Je me suis dit: «Mais il faut pas que j'en parle». Enfin, je sais pas, j'ai un peu pris, le fait que je me suis renseignée sur ce sujet comme quelque chose de mal et du coup, j'y ai pensé pendant presque un an en me disant: «J'ai très envie de le faire» et ensuite, c'est soudainement sorti de ma tête en me disant que c'était trop mal et qu'il fallait que j'arrête d'y penser et non, pour moi, aujourd'hui, c'est encore une fois pas du tout, un contexte, que j'ai envie d'arpenter dans le sens où je le vis super bien de pas avoir de cheveux et que je débourserai jamais, autant d'argent juste, pour des poils sur une tête, quoi. Alors, vous me dites si je me trompe, mais dans beaucoup de vos réponses, on ressent finalement que vous pouvez de temps en temps ressentir peut-être de la honte ou de la culpabilité. Je dirais pas que j'ai de la honte parce que je me sens vraiment bien et que enfin, je suis vraiment une personne qui travaille et qui continuera de travailler sur le fait que l'apparence, c'est pas quelque chose d'important et que pour moi, ce qui compte, c'est juste de pouvoir, humainement réussir à faire ce que l'humain peut faire et ensuite, le fait d'avoir des cheveux ou non, d'être habillé d'une manière ou non, d'avoir des formes ou non, c'est pas quelque chose qui m'importe aujourd'hui. Après la culpabilité, enfin, il y en a et je pense qu'il y en aura toujours parce que même si j'ai aucun regret, il y a toujours des moments dans ma vie où je me dis: «J'aurais dû faire comme ci ou j'aurais dû faire comme ça» ou ou peut-être que si j'avais fait comme ci, ça aurait tout changé ou peut-être que ça se serait pas passé comme ça ou peut-être que j'aurais dû être en colère plus tôt, j'aurais dû réagir plus tôt et puis parfois quand je pense à ça, je me dis: «Mais en fait non, enfin, c'est comme la punchline, il y a jamais un moment pour réagir, on peut réagir, 6 mois, 6 ans, 10 ans après et ce sera toujours OK». Donc franchement non, je dirais pas que je culpabilise ni que j'ai honte. Je dirais juste plutôt que je suis fière et que aujourd'hui, ça m'a porté haut, tout ça. Aujourd'hui, on a le sentiment que votre alopécie ne vous handicape plus, ni socialement, ni professionnellement. Ah, je le vis super bien, ça m'handicape vraiment pas.
j'ai toujours eu cette peur aussi que dans le monde scolaire ou dans le monde du travail, ça fasse un handicap de recrutement ou quoi. Après, je pense que j'ai que 20 ans et que j'ai pas non plus eu ce souci pour le moment, qui pourra toujours arriver un jour. Après, pour autant, je suis plutôt une personne qui me dit que j'espère que ça n'arrivera pas parce que le monde évolue et que c'est justement en parlant comme ça, comme je le fais aujourd'hui, que ça peut ne pas arriver. Et si jamais un jour ça arrive, je me laisserai pas faire. Enfin, juste, je serai en colère, ce qui est normal. Et voilà, je serai torturée. Ça voudrait aussi dire que ce sera pas le bon espace pour que je puisse travailler ou étudier ou quoi que ce soit. Mais pour le moment, non, ça m'a jamais posé de problème pour faire ce que j'avais envie de faire dans ma vie. Et si un jour on me dit non, t'as pas de cheveux, t'as pas le droit de faire ça, je retirerai ma force et mon énergie et puis ça changera. Et au niveau de votre vie amoureuse, ça peut avoir un impact ? Je me suis aussi beaucoup posé la question parce qu'on me l'a posée au collège et au lycée. Au collège, j'étais pas trop à même d'y répondre parce que bon, c'était pas trop la chose qui me travaillait le plus et qui me préoccupait. Mais au lycée, c'est vrai que je me disais toujours, peut-être que le fait de pas avoir de cheveux, ça m'empêchera d'avoir un amoureux. Peut-être que l'apparence physique, c'est ce qui compte vraiment, surtout qu'à cet âge-là, c'est quand même une des choses qu'on pense la plus importante. Et du coup, je me suis dit, ah là là, mais moi, on m'aimera jamais parce que j'ai pas de cheveux. Au final, mes premières relations ont fait que je me suis rendu compte qu'en fait, avoir des cheveux ou non, ça n'empêchait rien, que c'était pas la chose qui comptait et que c'est vraiment juste l'humain qui est important et pas son apparence physique, encore une fois. Et je me suis juste fait comprendre à moi-même que si une personne ne voulait pas de moi parce que j'avais pas de cheveux, c'est juste une personne qui est bête et qui est nulle et que moi j'ai eu la chance de pouvoir côtoyer des personnes incroyables qui s'en fichaient que j'avais des cheveux ou non et qui à l'inverse trouvaient ça super joli et même moi je trouve ça joli maintenant et du coup sur la vie amoureuse on s'en fiche aussi quoi. Et ce sera malheureusement le mot de la fin. Merci beaucoup Pauline Chiron pour votre précieux et courageux témoignage. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc je vous dis un grand merci pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette vidéo comme d'habitude sur notre site Pourquoi Docteur et notre chaîne YouTube. Et je vous donne rendez-vous très bientôt et avec grand plaisir pour de nouvelles interviews. Au revoir.